Bonjour à tous. Salut dans l'hall. Alors, Rig Veda, bien sûr. Alors, j'ai tiré au sort le mandala 9, l'hymne 91. Donc, comme tout le 9e mandala est consacré au Soma, Soma Pavamana, le Soma purifié, il n'y a pas de raison que celui-là y échappe. C'est le seul. Dans tout le Rig Veda, vous avez 10 mandalas, et les mandalas, c'est des cercles, mais c'est des recueils, quoi. En gros, c'est des chapitres, et qui ont été classés par famille, par époque, etc. Donc tous les mandalas sont en général, enfin sauf le 9e, adressés à tout plein de dieux, Indra, Agni, Sarasvati, Ushas, les Maruts, les Ajin, tout ça. Bon, sauf le 9e. Le 9e, il n'y a que le Soma. Alors, il y a peut-être des gens qui vont se poser des questions. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'était la fameuse boisson qui permettait d'atteindre le Brahman, d'aller au-dessus de nos états de conscience habituels. Et c'était un truc à base alors très probablement, il n'y a pas une certitude parce que il n'y a pas eu d'analyse de l'époque, évidemment, puisque ça se passait il y a quand même 4000 ans minimum, là, je dirais un peu plus, 4002, 4300 ans. Donc c'est une boisson à base de plantes entéogènes, quelle qu'elle soit, mais il y a de fortes chances que ce soit des champignons Psilocybe cubensis, parce qu'ils ont un pied très long et que le seul mot qui décrive le soma, la plante, c'est amshu, et ça veut dire fibre, filament. Bon, voilà, donc on fait avec. Alors, personnellement, je connais la psilocybine, mais pas les champignons, puisque j'en ai pas pris. Mais la psilocybine, j'en ai pris une fois, et accidentellement. Je savais pas que ça en était. Je croyais que c'était de l'eau parfumée à l'eau de rose, à un parfum rose qui sentait la rose, parce que le liquide était rosâtre. Et c'est 20 minutes après ou un quart d'heure après que tiens, surprise. Moi, c'était en 70 au Maroc, il y a longtemps, très longtemps. Alors, le rishi s'appelle Kashyapa Maricha. Et ça, c'est une famille qu'on connaît pas encore. Qu'on connaît pas. Qui c'est pas une des grandes familles qui était impliquée dans toute l'histoire du Rig Veda. C'était c'est pas des récents non plus, puisque ceux-là ils sont dans le 10e mandala. Le 9e mandala regroupe des hymnes au Soma, mais de toutes les époques. Donc là, on va pas essayer de chercher. Ça ne nous avancerait pas à grand chose. Et non, voilà. Je vois pas. Si quelqu'un connaît Kashyapa Maricha, si quelqu'un connaît ça, je veux bien me mettre dans les commentaires. Ça enrichira mes connaissances.
Alors la métrique, il y a 3 mètres, donc ça va être un hymne court, on le voit tout de suite. C'est des Trichtoup, alors un Trichtoup et 2 dérivés. Bon, on s'en fout, je vous ai dit déjà, une fois traduit, ça correspond plus à rien. Donc, par contre, si vous voulez le faire en sanskrit védique, oui, là, ça a de l'importance, surtout si vous voulez l'apprendre par cœur. Ce qui se fait toujours en Inde. Hein. Il y a toujours des gens qui apprennent le Rig Veda du début à la fin par cœur. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'il nous est parvenu, à travers les millénaires. Oui, comme quoi. Hein. Et les trucs écrits, par contre, on va les perdre. Alors j'espère que ma traduction, elle va quand même faire quelques années. Mais tout ce qui est mis par écrit, c'est pas aussi sacré que le reste. Et donc, voilà. Que si c'est... voilà. Bon, alors on y va. Le premier sage a coulé, tourbillonnant, à la manière d'un char dans un combat, par l'hymne, par la pensée. Les 10 sœurs conduisent l'animal de trait sur le sommet de la laine vers les sièges. Les sièges. Je le relis. Le premier sage a coulé, tourbillonnant à la manière d'un char dans un combat, par l'hymne, par la pensée. Les 10 sœurs conduisent l'animal de trait sur le sommet de la laine vers les sièges. Note de bas de page. Ici, c'est donc vers la jonchée de Kusha sur laquelle sont assis les prêtres et le sacrifiant et sa femme. Donc, les sacrifices védiques se passaient à l'extérieur des villes et dans un champ qui louait à quelqu'un, un propriétaire quelconque, contre une vache. Et il faisait il coupait de l'herbe, une herbe particulière, le kusha, je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un le sait, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Je suis preneur. Et donc, ils s'asseyaient tous dessus. Voilà. Hein, c'était peut-être confortable, je sais pas. Voilà. Donc le premier sage c'est Soma, bien sûr, a coulé, tourbillonnant, à la manière d'un char dans un combat, par l'hymne, par la pensée. Bon, ouais. Les 10 sœurs conduisent l'animal de trait sur le sommet de la laine vers les sièges. Alors les 10 sœurs, c'est ça, les 10 doigts. Hein. C'est féminin en sanskrit. Et ils conduisent l'animal de trait. L'animal de trait, donc c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est au contraire flatteur. L'animal de trait, c'est le jus qui est extrait des champignons qu'on a copieusement arrosés. On rajoute de l'eau, on les a laissés toute la nuit gonflés parce qu'ils sont secs. Ils sont secs quand ils arrivent, hein, sinon ils se conservent pas de toute façon. Et après, on les met à gonfler toute la nuit, c'est-à-dire à s'hydrater, et puis le matin, quand on fait le pressurage, les champignons sont pleins de jus, pleins d'eau. Alors on les écrase, parce que autrement il n'y a pas grand-chose qui coule. Et on rajoute de l'eau, on écrase, on rajoute de l'eau, on écrase, on rajoute de l'eau, tout ça, et hop, et tout ça est dirigé vers un filtre en laine qui sert à garder toutes les cochonneries qui peuvent être restées, la chair même des champignons dont on n'a pas besoin puisque c'est la molécule qui intéresse, quoi.
Voilà, et tout ça se passe vers les sièges où sont assis tous les participants. Les gouttes pressées par les humains vont vers le festin du peuple divin. L'immortel, purifié, va avec ses mortels, avec les brebis, avec les vaches, avec les chevaux. Alors, les gouttes pressées par les humains vont vers le festin du peuple divin. Bon, bah oui, c'est le jus qui va aussi vers les dieux, puisque les dieux adorent ça, adorent le soma, en particulier Indra, mais enfin les autres aussi. L'immortel purifié, donc ça c'est le soma, va avec les mortels, donc ceux qui participent au sacrifice, les prêtres et puis le sacrifiant, avec les brebis, avec les vaches et les chevaux, et avec les chevaux, les vaches qui symbolisent la lumière et les chevaux la force, l'énergie pour y arriver. Ouais. Voilà. Le taureau, rugissant pour le taureau, la plante va la première vers le lait de la vache. Le jus impérissable va à travers les interstices par mille chemins éloquents, jubilant de louanges. Le taureau. Alors, le taureau, c'est... attendez, je vais voir, j'ai une note de bas de page. Si. Ou pour la puissance. Ah oui, oui, voilà, c'est le mot, c'est très flatteur. C'est très flatteur. Le taureau, le mot taureau, Vrishan, Vrishaba, est donc tiré d'une racine vrish, qui signifie fertiliser, qui fertilise. Donc à partir de ça, ils ont fait le mot taureau. C'est parce que je vais encore vous parler du curé de Camaret, mais si vous voyez un taureau de derrière ou même de côté, il y a des choses qui pendent et donc il fertilise. Voilà. Donc, j'aurais pu peut-être mettre rugissant pour la fertilisation. Ouais, bon, peut-être. C'était le même mot. La plante va la première vers le lait de la vache. Bon, oui, puisqu'on mélange. Au moment de boire, pour le pressurage, on met de l'eau. Et puis après, on met du lait après. Le jus impérissable va à travers les interstices par mille chemins éloquents. Alors les interstices de la laine, hein, donc c'est une grosse boule de laine qui est mise dans au-dessus d'un trou où il y a une jarre en dessous. Et puis on verse et ça passe à travers. Et bon. Voilà. Et alors donc pour y arriver, ils écrasent ça sur une peau de vache et le jus, lui, il se fraye un chemin entre les poils de la vache et normalement les poils de la vache, enfin de la peau de vache, retient donc la chair, les cochonneries que je disais tout à l'heure, dont on n'a pas besoin, par mille chemins éloquents. Bon, voilà, jubilant de louanges, hein, il est content. Casse les solides, les résidences. Oh, où suis-je? Ah ouais, j'ai fait une bêtise, je redescends. Alors, casse les solides, résidence des démons. Casse les solides résidences des démons. Ou hindou purifié, et donc hindou c'est l'autre nom du soma, qui se traduit aussi par goutte, ou par liquide si on veut, va la première vers le lait de la vache. Non,
Je me suis trompé de ligne. Ah, Hervé. Alors, casse les solides résidences des... Oui. Casse les solides résidences des démons, eau hindoue purifiée, et libère les énergies. Oui, hein. Quand vous buvez ça, vous avez des énergies qui se mettent en fonctionnement. Abat avec ton arme ceux qui nous frappent devant, dessus, de loin, de près. Bon, tous. Hein. Casse les solides résidences des démons. Les démons, c'est les démons intérieurs. Égoïsme, jalousie, hypocrisie, enfin, tout ce qui fait que on n'y arrive pas et que on n'y arrive pas, voilà, et que c'est raté et que c'est pas la peine. Et libère les énergies, abat avec ton arme ceux qui nous frappent devant, dessus, de loin, de près. Détruis tout ce qui est, tout ce que l'ego génère. Tout le monde a un ego, c'est nécessaire pour la survie, mais quand il y a trop d'ego, là ça... Alors, je ne vous dirai pas de regarder l'actualité parce que elle est tellement déprimante que, mais il suffit d'allumer son poste de télé pour voir sur une chaîne d'infos pour voir des gens qui sont bourrés d'ego, y compris les journalistes, si on peut utiliser ce mot. Voilà. Donc détruit tout ce qui nous empêche d'avoir l'illumination, et effectivement, c'est pas toujours facile. Trace ton chemin qui va devant, comme autrefois, pour ces nouvelles récitations qui donnent le trésor. Celles qui sont difficiles à obtenir, les vastes, nous les avons affûtées pour toi, qui nous fait grandir et qui nous donne l'abondance. Alors, trace ton chemin qui va devant, comme autrefois, pour ces nouvelles récitations qui donnent le trésor. Le trésor, c'est le Brahman, c'est l'absolu, c'est quand vous pouvez pas faire mieux. Hein. Alors, chacun peut appeler ça comme il veut, voir les choses comme il veut. Ça dépend évidemment de l'individu, de ce qu'il a vécu, de sa culture, de tout ça. Mais bon, eux ils appelaient ça le trésor, le joyau, parce qu'on peut pas faire autrement. Il y a pas de bon mot, il y a pas de bonne formule. Il y a une formule qui peut être bonne si on veut bien y consacrer un peu de temps à y réfléchir, ou un support de méditation, c'est très bien. C'est Satchit Ananda, Sat, être, le verbe être, Chit, conscience, Ananda, bonheur, grand bonheur, béatitude, félicité, etc. Voilà. Trésor. En français, on n'a pas, j'ai pas, ni en anglais non plus d'ailleurs, on n'a pas ces mots-là qui conviennent. Par contre, on a un truc qui se divise en trois aussi, et qui correspond bien. C'est ce que Rick Strassman a défini dans son bouquin DMT, la molécule de l'esprit, qui a fait des études sur la molécule qu'on produit nous avec notre cerveau quand on utilise une méthode dite naturelle, c'est-à-dire yoga, pranayama, toutes les techniques indiennes, et puis il y en a d'autres ailleurs, les trans africaines, etc.
Euh, bon, alors ça marche encore mieux si on prend un truc. Les transafricaines, je pense à certaines au Gabon, par exemple. Euh, bon, donc, euh, donc euh, je ne sais plus ce que je racontais. Ah oui, donc voilà. Il décrit, il y a trois conditions pour que ce soit réussi, pour que l'expérience soit réussie. Il y a trois conditions. Euh, la première, c'est les dispositions d'esprit. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Si vous faites ça pour faire comme tout le monde, ou bien en vous disant bon bah je vais faire comme eux et puis après je vais me présenter aux élections et après je vais faire ce que je veux, ça marche pas. Donc en fonction de ce que vous voulez, de votre disposition d'esprit, de ce que vous voulez vraiment. Si vous le voulez pas vraiment, c'est pas la peine. Hein. Allez faire un tour ailleurs. Bon, alors, ça, les dispositions d'esprit. Deuxièmement, l'environnement. L'environnement, il faut pas faire ça n'importe où. Comme j'ai eu l'occasion d'en parler avec pas mal de gens, si vous faites ça dans les couloirs du métro, par exemple, ça va pas aller du tout. Hein. Par contre, si vous le faites dans un petit jardin comme le mien, par exemple, faites ça la nuit. Là, l'environnement est total, sous les étoiles et rien d'autre, pas de musique, pas de mantra, pas rien du tout. Faites ça comme ça. C'est le summum. Et puis la troisième composante, la troisième condition, c'est avoir un bon produit ou une bonne technique. Si vous prenez n'importe quoi, ça va pas marcher. Et si vous prenez des produits synthétiques inconnus, comme il paraît que ça se fait de plus en plus, ça. Non, hein. Faut quelque chose d'ancien. Pas forcément millénaire, mais un petit siècle, par exemple, presque. Non, je pense au LSD. Donc alors, alors je relis, trace ton chemin qui va devant comme autrefois, pour ces nouvelles récitations qui donnent le trésor, celles qui sont difficiles à obtenir, donc les vastes richesses, bien entendu. Le mot n'était pas dedans, hein, donc je ne l'ai pas traduit. Quand j'ai fait ma traduction, j'ai essayé de rester le plus près possible du texte original. Les autres traducteurs ont voulu souvent l'embellir en rajoutant des adjectifs ou en mettant des trucs et des choses qui sont pas dedans. Hein, et quelquefois ça n'a plus rien à voir. Alors, c'est joli, c'est beau, mais ça n'a rien à voir. Donc, et ça, vous avez l'exemple parfait, c'est celui d'Alexandre Langlois, qui avait fait je l'ai là dans mon, j'ai encore oublié de le prendre. J'en ai pris d'autres pourtant, mais Alexandre Langlois, lui, il avait fait ça il l'a appelé le Rig Veda poésie lyrique, et c'était pour déclamer dans les salons littéraires à l'époque où c'était la grande mode de sortir les textes indiens alors qu'on était en pleine période coloniale. Tout en étant persuadé que c'était nous qui avons apporté ces textes-là aux Indiens qui étaient trop cons, vraiment trop cons, mais la preuve, ils avaient la peau un peu plus foncée que nous, et donc
Donc c'était les Blancs qui venaient apporter aux Indiens tout le Rig Veda et toute leur spiritualité. Voilà. Et puis tout le monde y croyait à cette époque-là. Et il y en a encore qui y croient. Je me fais de temps en temps un petit peu insulter par des gens qui, qui veulent pas admettre ça. C'est non. Et même ils sont allés chercher des études génétiques que j'ai trouvé plus que douteuses parce que j'ai l'impression qu'on on utilise la génétique pour essayer de faire coller aux pensées qu'on a déjà avant. Vous voyez par exemple l'histoire des Yamnaya qui auraient là il y a 3-4 ans on voyait ça sur les plateaux télé, une étude qui avait été faite par David Reich et son cabinet de généticiens. Il expliquait qu'il y a 5000 ans, une tribu d'Ukraine était arrivée en Europe de l'Ouest et avait massacré tous les hommes pour prendre leurs femmes, et que depuis, on est tous des descendants de ces gens-là. Et en même temps, ils nous apportaient une langue indo-européenne, sans être allés en Inde d'ailleurs, donc c'était une langue européenne. Et 2500 ans plus tard, ils sont allés en Inde. Apporter aux Indiens une langue indo-européenne. Ça me fait rire. Donc le génocide en Europe de l'Ouest, génocide ciblé, aurait duré 5 siècles. Bon. Ça tient absolument pas debout. Et il y a une autre théorie qui est celle de la Out of India Theory, que je peux pas vérifier parce que j'ai pas les connaissances suffisantes en linguistique des anciens Iraniens ou Turkmènes, etc. Parce que là, il faut avoir des connaissances. Je les ai pas, donc je peux pas dire, mais sur le principe, pourquoi pas? Ce sera assez logique. Maintenant, il parle pas de génocide ni rien du tout. Bon, enfin, il faut pas utiliser ce mot-là, paraît-il. Bon, alors, nous les avons affûtés pour toi. Ah oui, trace ton chemin que de récitation, les vastes richesses, nous les avons affûtés pour toi, qui nous fait grandir, qui nous donne l'abondance de richesse, de bonheur, de l'abondance, le Brahman. Et donc on arrive au dernier vers. Ouais, je vous l'ai dit, c'était petit. Donne-nous, toi qui es purifié, les eaux, le ciel, des vaches, des enfants qui propagent la lignée en quantité. Donne-nous le bonheur, un vaste champ, la lumière, comme pour voir le soleil pour longtemps. Donne-nous, toi qui es purifié, donc donne-nous, toi qui es purifié, les eaux, le ciel, des vaches. Alors les eaux, c'est symbole de purification et de pureté. Le ciel, c'est le Brahman. Les vaches, c'est la richesse spirituelle. Des enfants qui propagent la lignée, ça peut être des enfants qui veulent avoir des enfants, mais ça m'étonnerait qu'ils viennent demander ça dans un sacrifice. Et je vois plutôt, moi, les enfants comme les actes ou les pensées qu'on aimait nous. Hein. Et bon, mais là, je peux me tromper, c'est une interprétation c'est l'interprétation qui me semble logique dans une cérémonie védique où on boit le soma. Parce que si vous
prenez une boisson ou n'importe quoi, quel produit de type antéogène ou psychédélique, si vous voulez, pour avoir des gosses, ça va pas marcher. Hein. Non, il y a des techniques beaucoup plus simples. Voilà. Bon, donne-nous le bonheur, un vaste champ. Alors champ, c'est pas pour chanter, un champ pour cultiver. La lumière, comme pour voir le soleil pour longtemps. Voilà. Bon, ben là, alors si, peut-être le vaste champ, c'est possible que ce soit un terrain, mais c'est peut-être ça d'ailleurs qui a fait dire à un certain, dit, oh là, ils sont en train de conquérir un territoire pour avoir des terrains pour mettre les vaches à pâturer gentiment. Voilà. Bon bah donc la prochaine fois on en fera un autre tiré au sort encore. Alors là je vous montre deux trucs. J'ai pris deux bouquins au hasard, enfin presque, dans ma bibliothèque parce que c'est tellement entassé là-dedans, c'est pas simple. Alors voilà, celui-là, je vous le conseille vivement. Tous les bouquins, alors c'est surtout l'auteur, hein, parce que celui-là, il est bien, mais il est pas le seul. Hein. Stanislas Grof, L'ultime voyage, édition Guy Trédaniel, éditeur. Et avec un nom comme ça, à tous les coups, qu'il est breton, ce gars-là. Le Stanislas Grof était un psychiatre tchèque et tchèque, oui, et à l'époque communiste, et il a été chargé par ses chefs de faire des expériences sur des schizophrènes et pour voir si avec le produit qui avait été découvert par Albert Hofmann en 1942 accidentellement, le LSD, si ça pouvait aider à guérir les schizophrènes. Et ouais, ça marchait. Hein. Il arrivait alors à les faire régresser, je veux dire intérieurement, et les faire remonter jusqu'à leur naissance, jusqu'à l'accouchement. Et il s'est aperçu que beaucoup avaient été traumatisés, pas tous, hein, mais beaucoup avaient été traumatisés par un événement quelconque lors de l'accouchement. Et il en a tiré des trucs, les matrices périnatales, etc. Donc c'est vraiment passionnant. Et un jour, il en a eu marre du régime communiste et il est parti au pays de la liberté et de Trump et il est allé aux États-Unis. Aux États-Unis, il a été dans une université, je crois que c'était à Big Sur, je sais pas comment ça se prononce, mais je pense que c'est ça. Et il a continué avec le LSD parce que ça n'était pas encore interdit. Et puis tout d'un coup, Richard Nixon est arrivé. Attention, hein, là c'est la pire des drogues et tout et tout. D'abord, c'est pas une drogue, hein. Il n'y a pas d'addiction, il n'y a pas de dégâts physiques, ni même psychiques. Ça peut être très désagréable si c'est raté, mais c'est désagréable pendant 12 heures et après c'est fini. Voilà. Donc, il a donc arrêté le LSD parce qu'il pouvait plus, et donc il a mis au point avec sa femme et puis un autre yogi, je pense, un ou deux autres yogis, une technique de pranayama
adapté aux Occidentaux, avec un peu de musique, avec d'autres trucs adaptés quoi, aux Occidentaux. Et il obtenait exactement les mêmes effets qu'avec le LSD. Exactement pareil. Hein, non, il s'occupait plus trop des schizophrènes. Là, il était parti dans l'exploration de la conscience et il a fait ça pendant jusqu'à sa mort, mais je sais même pas s'il est mort. Je crois que il était né en 1926, donc il n'est peut-être pas mort, mais enfin bon, pas loin. Un grand merci parce que c'est légal, ça, vous pouvez faire ça en France, par exemple, qui est le pays le plus répressif pour ce genre de choses, parce que là, attention, ça peut faire concurrence au pinard. Ah ouais, des choses sérieuses. Et voilà. Donc, et bon, maintenant, il est largement en retraite, ou peut-être mort, je ne sais pas. Bon, deuxième bouquin, avec la quatrième de couverture difficilement lisible, mais c'est 7 ans sur la route, ça c'est mes aventures, une partie de ma vie, donc 7 ans, où j'étais beatnik, comme on disait à l'époque, même pas de sac à dos. Au début, oui, j'avais un sac à dos, mais j'ai vite laissé tomber parce que là, c'est très encombrant et vraiment non. Bon voilà. Après, j'avais juste une couverture. J'étais en Afrique, en Inde, etc. Enfin, tout ça. Donc, si ça vous intéresse, trouvez tout ça sur rigveda.net ou blog. rigveda.blog.net, ça converge, comme dirait l'autre. Allez, canavo dans l'eau, à la prochaine. Je ne sais pas quand, mais ça ne saurait tarder. Allez.